Bravo, merci. Un anniversaire, et quel anniversaire devant la Tour Eiffel. 100 ans de Tour de France, 100 ans de vie, d'exploits, de drames, avant un nouvel épisode marqué par un défi, la quête d'un 5e maillot jaune pour Lance Armstrong. Ce tour du centenaire parle anglais dès le prologue. Duel de spécialistes, d'abord Bradley McGee, l'Australien installé à Nice, champion du monde de poursuite, l'homme qui dit faire l'amour avec son home trainer pour mieux se préparer. Ensuite, David Millar, le Britannique, écossais né à Malte, élevé à Hong Kong, premier leader du Tour 2000 au Futuroscope et qui veut retrouver le goût du jaune. McGee affiche ses ambitions. Gagner le prologue serait le rêve des rêves. Le protégé de Marc Madiot fait mieux coulerie chez Zubeldia. Il établit le chrono de référence malgré une crevaison lente dans les 500 derniers mètres. Meilleur temps en attendant Millar, un Millar irrésistible. Jusque-là. Allez, ça passe à bloc là, ça passe à bloc. Allez. Allez encore. Allez. Irrésistible David Millar jusqu'à ce saut de chaîne aux effets dévastateurs. Au champ de vélo. Au champ de vélo. On le voit, il a perdu quelques secondes précieuses alors qu'Hamilton a réalisé ça. Allez David, allez. Allez! Autour de Millar, c'est un monde qui s'effondre. Il lutte pourtant jusqu'au tout dernier mètre, en vain. Battu pour 8 centièmes de seconde en forme de fatalité. À Paris, le grand favori du Tour, Lance Armstrong, est 7e du prologue. C'est sa moins bonne place depuis 99. Il a perdu 5 secondes sur Jan Ullrich, l'Allemand, revenu à la compétition au printemps après 14 mois d'arrêt, et qui s'oppose en prétendant, mais pour l'année suivante seulement. Armstrong a cédé 1 seconde aussi à son compatriote Tyler Hamilton. Mais il est encore temps de compter ses rivaux. Le Kazakh Alexandre Vinokourov, par exemple, qui sort vainqueur du Tour de Suisse. Ou le Colombien Santiago Botero, une véritable énigme celui-là. L'Italien Gilberto Simoni, lauréat du Tour d'Italie et qui veut défier Armstrong dans l'école. Joseba Bellocchi, l'Espagnol. Quelques Français rêvent encore de se mêler à la lutte, comme Richard Virenque ou Christophe Moreau. La danse et la joie d'un Australien de 27 ans avec sa fille Talia à Saint-Denis au matin d'une première étape qui bat le rappel de la mémoire. Du Stade de France, direction Montgeron, en défilé pour les 198 coureurs du Tour. Montgeron et sa fameuse auberge du réveil matin. C'est là que 60 courageux ont lancé l'aventure 100 ans plus tôt, le 1er juillet 1903. Concernant le meilleur grimpeur, superbe départ du Tour du Centenaire 1900. Sur les routes de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, la première échappée du Tour est 100% française. Un trio en bleu-blanc-rouge. Christophe Mangin, Andy Flickinger, qui endossera à l'arrivée le maillot blanc du meilleur jeune, et Walter Beneteau, le Vendéen.
Avance maximale des 3 fuyards, 8 minutes 45 secondes avant que la chasse ne s'organise sous l'impulsion des équipes de sprinteurs. L'emballage massif est inévitable et il va mal tourner. Dans la route de Médéric Klein, qui découvre le Tour de France, l'Espagnol José Enrique Gutiérrez dérape. C'est la chute, monumentale. Une trentaine de coureurs est projetée au sol, dont Maggie Armstrong. La moitié du peloton met pied à terre. Devant, ils ne sont plus qu'une vingtaine à se disputer la victoire. Alessandro Petacchi, l'Italien, sprinter roi du Tour d'Italie un mois plus tôt, devance Robbie McEwen et Eric Zabel. C'est le tout premier bouquet de sa carrière sur le Tour de France. D'autres suivront. Le lendemain, le Tour repart sans les Leipheimer, victime d'une fracture de la hanche, mais avec Hamilton, clavicule cassée et qui ne veut se résoudre à l'abandon. Jimmy Casper, touché au cervical, porte une minerve et son courage en bandoulière, comme l'Italien Fabio Baldato. Comme la veille, les Français attaquent. Frédéric Finot et Lilian Jégou s'extirpent du peloton dès le 5e kilomètre. Ils disputent tous les deux leur premier Tour de France. Ils sont partis pour un long raid, un très long raid, plein de surprises et de pièges. Pourtant, tout va si vite que Lilian Jégou, l'ancien handballeur converti au cyclisme, n'a même pas le temps d'avoir peur. Son guidon s'est enlacé dans le câble de la caméra qu'il filmait. Il s'en sort heureusement sans dommage, avec un fair-play exemplaire. Ouais, je ne m'en veux pas, c'est vrai qu'ils font tellement bien leur boulot que bon, bah, ils peuvent, c'est pas dramatique. En plus, il n'y a rien de grave, donc ça reste que un fait divers. À une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, Frédéric Finot lâche Lilian Jégou. Il poursuit seul une aventure qui peut lui rapporter gros. Il est à ce moment-là leader virtuel du Tour de France. Mais la dernière bosse est trop rude pour Frédéric Finot, d'autant que derrière, David Millar, le malchanceux du prologue, n'a pas perdu tout espoir de distancer Bradley Maggie. Son offensive condamne le Français, repris tout près du but, après une fugue de 197 km. Un nouveau sprint se profile, mais sans Alessandro Petacchi, décramponné dans une petite bosse en fin de parcours. Dans l'ultime ligne droite, à Sedan, un autre Français veut y croire, comme son coéquipier Finot un peu plus tôt. Si Jean-Patrick Nazon gagne, il fait coup double, étape et maillot jaune, mais Baden-Cook au centre, le devant sur la ligne. Le rêve australien continue. Pour Nazon, c'est partie remise. Trois sprints bonifications sont au programme de cette troisième étape et Jean-Patrick Nazon sait compter. Il empoche 4 secondes lors du premier point chaud et 6 lors du deuxième qu'il remporte ici, sur le fil, devant McEwen et O'Grady. Son rêve prend forme. S'il maîtrise Cook et Kirsipou, le maillot jaune l'attend à Saint-Dizier, d'autant qu'il grappille 4 secondes supplémentaires lors du troisième et dernier sprint intermédiaire. Les sprinteurs veulent une nouvelle fois s'expliquer entre eux. Dès lors, la tentative du jeune Anthony Gélin est vouée à l'échec. Son avance ne dépassera d'ailleurs jamais les 3 minutes 30. Il sera repris après une échappée de 69 km. Dans l'emballage final, la chute du jour est pour l'Autrichien Hasselbauer, qui n'entraîne heureusement personne avec lui. Cette fois, Petacchi, la terreur, n'a pas été distancé. L'Italien domine sur la ligne 2 anciens champions du monde, le Letton Roman Sveinsteins et l'Espagnol Oscar Freire.
Grâce aux bonifications glanées en cours d'étape, Jean-Patrick Nazon est le nouveau leader du Tour, 2 ans après François Simon, le dernier Français en jaune. De Joinville à Saint-Dizier, Tyler Hamilton et sa clavicule fracturée vont passer un nouveau test. Mais sur les routes de la Haute-Marne, c'est tout le peloton qui retient son souffle. Le contre-la-montre par équipe est un rendez-vous exigeant, l'un des plus redoutés des coureurs. Visage tendu, figé, crispé, sauf celui du favori du Tour, Lance Armstrong, décontracté, confiant, comme s'il savait. Au départ du chrono, Jean-Patrick Nazon, lui, ne se fait aucune illusion. Le maillot jaune va changer d'épaule, mais cette journée est la sienne, alors il savoure. Richard Virenque, concentré, peut lui aussi trouver des motifs de satisfaction. 5e avec ses coéquipiers de Quick Step, juste derrière les Banesto. Il ne cède qu'1 minute 23 à la formation victorieuse. 3e, à 43 secondes des lauréats, les Bianchi de Jan Ullrich. Un Ullrich impressionnant de force et de lucidité, qui paye de sa personne tout au long du tracé, tout en ménageant ses partenaires. 2e, Leonce de Joseba Bellocchi, des spécialistes gagnant en 2000 et en 2002, un peu déçus, ils étaient en tête aux 2 tiers du parcours, ils faiblissent dans la partie finale. Bellocchi s'imaginait déjà en jaune, c'est raté, car le train bleu a fini plus vite. Premier donc, Armstrong et ses coéquipiers, 30 secondes de mieux que les hommes de Bellocchi. L'US Postal est partie prudemment, elle a fini en trombe. Armstrong jubile, il n'avait jamais remporté le contre-la-montre par équipe dans le Tour de France, ni avec les postiers, ni même à ses débuts avec son ancienne équipe Motorola. La troupe américaine finit au complet et désigne son leader d'un jour, Victor Hugo Peña. À Saint-Dizier, l'US Postal truste les 8 premières places du classement général et grâce à la seconde d'avance prise sur Armstrong lors du prologue parisien, Peña rayonne, un Colombien en jaune, c'est du jamais vu. Un bonheur ne vient jamais seul. Victor Hugo Peña fête son anniversaire. Il a 29 ans et vit, dit-il, comme un oiseau avec ce cadeau jaune qu'il dédie à Lucho Herrera, son maître. Les baroudeurs du jour se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont 5. Jens Voigt, l'Allemand, Ludovic Turpin, Frédéric Finot encore, le Hongrois Bodrogi et Nicolas Jalabert. Des moelleux, à l'image de Voigt, qu'une sale piqûre d'insecte ne saurait vraiment pas décourager. Le coureur Voigt de l'équipe Crédit Agricole a été victime d'une piqûre de guêpe. Il est actuellement soigné par le médecin à moto du Tour de France. C'est le vert qui fait ça? Le maillot vert qui attire les guêpes. Donc faut qu'on prenne le jaune alors. Mais le maillot jaune est toujours sur les épaules de Victor Hugo Peña, blotti au cœur d'un peloton qui contrôle la course à distance. À l'actif des échappés, une fugue de 160 km, un peu plus encore pour Finot, le régional, qui insiste et dévoile décidément un beau tempérament. Mais rien n'y fait, la force reste encore et toujours au peloton, nouveau sprint massif. Alessandro Petacchi règle cette fois Yann Kirsipou et Badencook avec une aisance de plus en plus insolente. Et 1, et 2, et 3, il n'y a pas photo, Petacchi est au-dessus du lot. Pour Finot, une consolation, il dépossède Christophe Mangin du maillot à poids du meilleur grimpeur. À l'entame des mains, Frédéric Finot qui reçoit donc le maillot blanc par rouge. Un soleil de feu accable les coureurs du Tour entre Nevers et Lyon pour l'une des plus longues étapes de l'édition 2003. Comment ça roule, dis donc? Une canicule qui ne les quittera pas pendant 10 jours.
Cette fournaise ne décourage pourtant pas deux audacieux, le champion d'Australie Stuart O'Grady et le jeune et prometteur français Anthony Gélin, déjà en évidence dans le final de Saint-Dizier. Ils auront jusqu'à 18 minutes d'avance. L'écart fond bien sûr dans la seconde partie de l'étape, mais les échappés y croient. À 20 km de l'arrivée, ils ont encore 3 minutes d'avance. Le coup est jouable. Dans Lyon, deux chutes jettent à terre quelques seniors du sprint. Robbie McEwen et le champion d'Allemagne Erik Zabel d'abord laissent leurs espoirs sur le bitume. Un peu plus loin, c'est au tour de Jan Kirsipou. Gélin et O'Grady sont toujours devant, mais l'interminable avenue Jean Jaurès les condamne. À moins de 500 mètres de la ligne, après 194 km d'échappée, le Français et l'Australien sont repris. Pour Petacchi, c'est du pain béni. Et dire qu'après son Giro, il ne voulait pas venir sur le Tour. Changement radical de décor en 24 heures. Pour la première bataille des Alpes, Alessandro Petacchi ne parvient pas à hisser son maillot vert au sommet du col de Porte, dans l'Ain. Il abandonne dès les premières difficultés. On apprendra plus tard qu'il était malade, comme l'essentiel de son équipe. Fichue journée pour les sprinteurs. Jan Kirsipou renonce lui aussi, tout comme l'Allemand Olaf Pollack. Devant, un quatuor de téméraires ouvre la route. Paolo Bettini, Médéric Klein, Rolf Aldag et Benoît Poilvet, l'initiateur de l'échappée. 4 hommes pris en chasse par un duo franco-espagnol composé de Richard Virenque et de Jesus Manzano, mais à distance respectable. Manzano sera subitement incapable de poursuivre son effort, victime d'un coup de chaud. Un malaise qui plongera quelques instants la course dans la peur. L'Espagnol récupérera un peu plus tard, mais à l'hôpital. Peter, mi senti? Dis à Bettini d'attendre Virenque. Il y a 4 minutes maintenant entre Virenque et le peloton. C'est là que tout se joue dans cette 7e étape. Bettini reçoit l'ordre d'attendre Virenque, encore distancé de plus de 2 minutes par les hommes de tête. Explication de texte entre le champion d'Italie et Rolf Aldag, qui a manifestement du mal à comprendre. Résultat des courses, Virenque revient. Ils sont désormais 5 devant, à 138 km de l'arrivée. La grande aventure peut commencer. Derrière, à 8 minutes, l'US Postal accomplit la totalité du travail en tête de peloton. Un groupe principal qui sera bloqué par un passage à niveau fermé. Les échappés, eux, ont pu passer. Dans le col de la Rama, Richard Virenque n'a bientôt plus qu'un seul adversaire, Rolf Aldag, l'Allemand, dont on ne pensait d'ailleurs pas qu'il puisse résister aussi bien aux Français. Mais Aldag cède à son tour, à 5 km du sommet. Désormais, Virenque file seul vers Morzine. Au sommet de la Rama, à 22 km de l'arrivée, Virenque a 1 minute 35 d'avance sur Aldag. L'avant-garde du groupe Armstrong est pointé à 3 minutes 30.
À l'arrière, Victor Hugo Peña a fait son temps et son boulot, mais pour son compatriote Santiago Botero, c'est plus sérieux. Le Colombien perd 10 minutes sur Virenque et 6 sur Armstrong, tout comme Gilberto Simoni, le grimpeur ailé du Tour d'Italie, distancé dès que la route s'élève. À Morzine, où il triomphe pour la deuxième fois dans le Tour, Richard Virenque peut pointer son index conquérant. Il touche le gros lot. Étape, maillot à pois, maillot jaune. Derrière lui, Rolf Aldag, l'Allemand, coéquipier de Vinokourov, préserve sa deuxième place après sa longue fugue. Quant à Sylvain Chavanel, il met à profit ses talents d'équilibriste et s'enfuit dans la descente des jets. Il prend la troisième place devant un autre espoir, l'Australien Michael Rogers, qui devance de quelques mètres le peloton des favoris. Sur le podium, 11 ans après, Richard Virenque retrouve le jaune qu'il avait porté 24 heures durant son premier Tour de France. On me dit que le maillot à pois me va bien, le jaune... Tu vois, j'en ai un peu les frissons même, rien que de le mettre. Le Tour est au pied du Mont Blanc, départ de Sallanches où Bernard Hinault conquit le maillot arc-en-ciel en 1980. Au lendemain de sa chevauchée victorieuse, Richard Virenque a encore des rêves plein la tête. En fait, entre les deux, son cœur balance, le jaune et ce maillot à pois qu'il entend conserver jusqu'à Paris. Virenque est en jaune, mais il conjugue déjà ses efforts en fonction du meilleur grimpeur. Le Français Engrange, il est en tête à la côte de Megève, puis dans la côte des Rafforts. Dans la descente vers Ugine, le prometteur Nicolas Portal sort du peloton. Il aborde seul la vallée de la Maurienne. Nicolas Portal est rejoint par 3 coureurs partis en contre-attaque. Axel Merckx, Pierrick Fédrigo et Franck Renier. Leur échappée ne durera pas. Fédrigo résistera jusqu'aux premières pentes du Galibier, où l'US Postal de Lance Armstrong assure le tempo. Comme la veille, Gilberto Simoni est lâché. Il perdra 12 minutes, mais ne renoncera pas en attendant des jours meilleurs. Les favoris ne bougent pas dans l'ascension du Galibier. Ils sont encore une trentaine groupés au sommet du col que Stefano Garzelli franchit en tête. À 2645 mètres d'altitude sur le toit du Tour, l'Italien devance l'Espagnol Mancebo, Christophe Moreau et Richard Virenque. En cette année de centenaire, Garzelli remporte le souvenir Henri Desgranges, hommage au créateur du Tour. Dans la descente, Mikel Astarloza, l'Espagnol, s'échappe, rejoint par le champion de France, Didier Rousse. Les deux hommes creusent vite l'écart, ils ont 2 minutes et 40 secondes d'avance à 25 km du but. Mais plus que 2 minutes 10 lorsque se profile la fameuse montée vers l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets numérotés. Dès le pied de l'Alpe, Manuel Beltran, coéquipier d'Armstrong, impose un train d'enfer, un rythme supersonique que lui reprochera d'ailleurs son leader texan. Ce rythme fou condamne irrémédiablement Virenque. Le Français comprend aussitôt qu'il ne pourra conserver son maillot jaune. Il gère dès lors son ascension avec l'aide de son coéquipier australien Michael Rogers. Jan Ullrich, qui a souffert d'embarras gastrique les jours précédents, est lui aussi distancé. Il ne peut suivre la cadence imprimée, mais limite les dégâts, comme Christophe Moreau, victime d'un ennui mécanique. À l'avant, Bellocchi attaque, lui dont on avait stigmatisé la prudence, voire le manque de panache les années précédentes, passe à l'offensive, comme il l'avait annoncé. Bellocchi rattrape Astarloza et Rousse. Il grappille une douzaine de secondes,
mais ne peut empêcher le retour d'Armstrong, qui le surveille tout particulièrement. Bellocchi repris, Maillot contre, une attaque sèche, franche, et l'on imagine aussitôt qu'il ira loin, très loin, jusqu'au bout, lui qui avait défié Armstrong lors du Dauphiné libéré. Dans cette seule montée de l'Alpe d'Huez, Lance Armstrong est plus souvent attaqué qu'en 4 ans de règne absolu sur le Tour de France. La tactique de ses adversaires confine au harcèlement. Hamilton lui aussi s'y met, et quand Armstrong revient, c'est encore Bellocchi qui contre. Le grand favori du Tour est cerné. Alexandre Vinokourov n'est pas en reste. Une merveille de démarrage venu de l'arrière, un jaillissement qui propulse le Kazakh hors de portée du groupe Armstrong. Au sommet, avenue du Rifnel, Iban Maillot exulte. Il remporte sa toute première victoire d'étape sur le Tour et creuse des écarts conséquents qu'on avait rarement vus sur la montée de l'Alpe. Alexandre Vinokourov, deuxième, est à 1 minute 45. La veille, il avait déjà attaqué dans la ramasse sans succès. Cette fois, il distance Armstrong, qui règle le premier groupe de poursuite à 2 minutes et 12 secondes d'Iban Maillot. Richard Virenque ne se soucie plus désormais du classement général. Il pointe à l'arrivée au 35e rang, à plus de 9 minutes du vainqueur. À l'Alpe d'Huez, Armstrong se part de jaune, comme prévu, mais son sourire est un tantinet crispé, il le sait. Désormais, ses adversaires osent, ils n'ont plus peur de l'attaquer. Armstrong est sous pression, mais en tête. Pour tous les autres, derrière, une même souffrance. Une route qui s'élève dès le départ de l'étape. En hors d'œuvre, l'ascension du Lautaret. Pente régulière propice à de multiples soubresauts qui secouent la troupe de ce 14 juillet. Un groupe sort de la masse avec Di Luca, l'Italien, en rouge, au bord de l'abandon durant la première semaine du Tour et qui profite d'un mieux-être passager. L'Espagnol Garmendia l'accompagne, ainsi que Bradley McGill, le premier maillot jaune du Tour, et encore Yaxche, l'Allemand, Ivan Parra, le Colombien, et Angel Casero, coéquipier d'Ulrich comme Garmendia. Yaxche est le plus dangereux pour Armstrong, 10e du général à 3 minutes 19 du Texan. Au sommet du Lautaret, ils sont 10 devant, Di Luca en tête, avec aussi David Moncoutier. Le peloton maillot jaune passe à 3 minutes 10. Un géant s'offre alors sous les roues des coureurs, le mythique Izoard et sa glorieuse casse déserte, que les plus grands ont naguère franchi détachés. Fausto Coppi, Louison Bobet, mais aussi Eddy Merckx et Bernard Thévenet ont ennobli ici leur maillot jaune.
Le groupe des échappés s'amenuise au fil de la montée et Heitor Garmendia s'isole dans le dernier kilomètre d'ascension. La course des ténors n'a pas débuté. Pour eux, l'Izoard est trop loin de l'arrivée, près de 100 km encore à parcourir après le sommet, où Garmendia passe seul en tête. Yakshe et Parra suivent à 15 secondes de l'Espagnol. Le peloton des favoris, emmené par Virenque et Mancebo, pointe à 5 minutes 20. Beauté du site, soleil ardent, les eaux du lac de Serponçon invitent à la baignade et aux vacances. Mais l'ambiance est bien différente sur la route du Tour. Écrasés de chaleur comme mis sous cloche, cuits à l'étuvée, les coureurs vont apprendre à connaître les 2 dernières côtes qui pimentent le parcours, avant l'arrivée à Gap, Saint-Apollinaire et La Rochette. Saint-Apollinaire d'abord, où Yakshe et Parra sont les ultimes rescapés de l'échappée matinale. Dans une course à la limite de rupture, Bellocchi est à l'aise et Armstrong le plus prompt à revenir à sa hauteur, avant mène Maillot, Zubeldia, Vinokourov, Ulrich ou Hamilton. Dans d'autres circonstances, la côte de La Rochette pourrait être avalée par un peloton massif. Mais placée en toute fin d'une étape caniculaire, elle va provoquer la décision, mieux ou pire, la sensation. À 1 km du sommet, Alexandre Vinokourov place une violente attaque. Le Kazakh creuse très vite l'écart et revient sur Yakshe et Parra, qu'il déborde presque aussitôt. Lance Armstrong assure lui-même la défense de son maillot jaune. Après Bellocchi et Maillot, le quadruple vainqueur du Tour se découvre un adversaire, Vinokourov, qu'il n'imaginait pas si fort. Armstrong s'emploie pour limiter la casse. Et la casse, justement, arrive. Elle se produit dans la descente de la côte de La Rochette, sur une route au goudron fondu, à moins de 5 km de l'arrivée, alors qu'Armstrong et Bellocchi, adversaires acharnés mais alliés de circonstance, tentent de revenir sur Alexandre Vinokourov. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain. Maillot Zubeldia aussi arrêté. Il s'est fait mal. Joseba Bellocchi. Armstrong qui part, une image insensée. Insensée. Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman. Il est passé de l'autre côté. Il a traversé la route. Il repart. C'est la folie. Il se jette sur son vélo à nouveau. Des images absolument insensées. Ulrich se retourne. Bellocchi a chuté assez violemment. Bellocchi a-t-il freiné trop tard sur ce goudron fondu? Sa roue arrière se bloque, se cabre. L'Espagnol déjante et chute. Images saisissantes qui ont déjà fait le tour du monde. Images incroyables d'un Armstrong magnifiquement lucide, sauvé par un réflexe de survie, dira-t-il, malgré une peur panique. Joseba Bellocchi paye le prix fort. Triple fracture, tout à droite, fémur, coude, poignet. Dans les bras de Manolo Saiz, Bellocchi pleure ses espoirs les plus fous, envolé, dispersé, anéanti. Pas encore informé de la chute de l'Espagnol, Vinokourov savoure son succès à Gap, qu'il dédie à ses jumeaux. Il remonte à la 2e place du général, à 21 secondes d'Armstrong, toujours en jaune. Gap-Marseille, une étape de transition classique et mise à profit par quelques baroudeurs. Ils sont 9 à faire le grand écart. Avance maximale 24 minutes 10 sur un peloton encore accablé par la chaleur
On comprend bien vite que les échappés se disputeront la victoire devant le stade Vélodrome. Dans Marseille, à 16 km de l'arrivée, pile l'espiègle danois attaque. Seul l'Italien Sacchi parvient à reprendre sa roue. Ils ne sont plus que 2 à rêver de victoire. Sacchi veut mettre toutes les chances de son côté. Boulevard Michelette, dans la ligne droite finale, les deux hommes se souhaitent bonne chance avant de disputer le sprint. Sacchi démarre le premier, exactement comme le voulait Pile, coureur rusé formé à l'école de la piste et qui n'a aucun mal à déborder l'Italien dans les derniers mètres. Souvent placé sur les routes du Tour, jamais gagnant, Jakob Pile savoure sa victoire. Au lendemain de la première journée de repos, la remise en jambe n'est pas trop difficile, sur le papier du moins, car la canicule sévit toujours et des coureurs n'ont pas eu le temps de récupérer. L'échappée du jour se dessine à l'ombre des Tours de Carcassonne, à l'approche du premier sprint intermédiaire, remporté par Carlos da Cruz devant Stuarto Gradi. Devant, ils sont 8, dont 3 Espagnols, 2 Australiens, 1 Néerlandais et 2 Français, Carlos da Cruz et Nicolas Portal, le jeune Occitan. À l'arrière, loin, très loin derrière, Jens Voigt vit un calvaire. Il souffre de nausées depuis 2 jours. À bout, il n'avance plus et se résout à l'abandon, lui le grand baroudeur, qui en d'autres temps aurait fait son festin d'une telle étape. Dans le groupe de tête, chacun joue sa carte à proximité de Toulouse. Flecha décoche sa première attaque à 19 km du but, puis remet ça 5 km plus loin. Cette fois, c'est la bonne. Flecha qui connaît parfaitement les routes toulousaines. Il s'y entraîne tous les jours pour aller voir sa fiancée, qui travaille à l'aérospatiale. Pan dans le 1000 et une victoire d'étape sur le Tour pour cet Espagnol atypique qui rêve des classiques du Nord. Sur le podium, Armstrong a droit à une protection rapprochée avec Arnold Schwarzenegger, mais il pense déjà au chrono du lendemain. C'est la trouvaille du jour, une salle climatisée dans un magasin de cycle à Gaillac où se prépare Jan Ullrich avant le premier grand contre-la-montre individuel du Tour. Température extérieure, dans l'air, 38 degrés. Température au sol, 61 degrés au pied de la rampe d'où s'élance Tyler Hamilton. Ce chrono entre Gaillac et Cap Découverte va marquer. Le 10e de l'étape, Bottero termine à 5 minutes du vainqueur. Hamilton, l'homme à l'épaule cassée, finit quant à lui 5e, il cède 2 minutes 43. 4e, Emar Zubeldia, l'Espagnol, meilleur rouleur que son compatriote Maillot, et qui confirme son chrono du prologue. Il perd 2 minutes 40.
Troisième, Alexandre Vinokourov. Décidément, le Kazakh a pris du coffre sur tous les terrains, dans tous les domaines. Il distance ici Maillot, dépassé au propre comme au figuré. Vino est à 2 minutes 6 du vainqueur. Deuxième, battu et menacé, Lance Armstrong, toujours en jaune pourtant après cette défaite cuisante. Armstrong bien parti, mais qui cède progressivement du terrain à partir du 13e kilomètre et ne parvient pas à endiguer l'hémorragie. Armstrong qui finit deuxième à 1 minute 36. Déshydraté, il vit une journée en enfer et cède 4 secondes par kilomètre sur l'ultime partie du tracé. J'avais l'impression de reculer, confiera-t-il à l'arrivée. Vainqueur donc, l'impressionnant Ulrich. Il n'avait plus gagné d'étape depuis 5 ans sur le Tour de France. Et il écrase ce chrono de feu, puissant comme à ses meilleures heures, mais plus souple, plus délié et toujours aussi bien posé sur sa machine. Ulrich remonte à la 2e place du général, à 34 secondes d'Armstrong, qui vacille mais résiste. Le duel prend forme, Armstrong retrouve son meilleur challenger et ça promet avant d'aborder les Pyrénées. Objectif Pyrénées, un début d'étape enflammé avant d'aborder les cols. Rythme fou, chaleur de four, attaques multiples et 10 hommes en tête, dont un invité surprise, José Luis Rubira, coéquipier d'Armstrong, d'ordinaire interdit d'échapper. Ce jour-là, l'US Postal inaugure une nouvelle stratégie dans un décor sublime, propice au guet-apens. Dans ces parages, mieux vaut un éclaireur. Pour la première fois, Ulrich fait rouler son coéquipier Plaza, comme s'il était le nouveau maillot jaune en lieu et place d'Armstrong. Les grimpeurs espagnols Sastre et Mercado visent la victoire d'étape. Ils partent en contre-attaque derrière les fuyards de la première heure. Au sommet du port de Paillères, une découverte du Tour du Centenaire à 2001 mètres d'altitude. Ils ne sont plus que 3 en tête. Mercado et Sastre qui ont repris et dépassé tous les échappés, sauf un, Rubira, qui les accompagne encore. Dans la montée vers le plateau de Bonastre, au-dessus d'Ax-les-Thermes, Armstrong a le visage marqué et nul n'imagine plus qu'il puisse bluffer. La course évolue à 2 niveaux, la quête du maillot jaune et celle pour la victoire d'étape devant où Sastre s'envole à 7 km du but, porté par son frère et ses cousins qui l'attendent dans les rampes finales. Quatrième du général, Zubeldia attaque. Ulrich saute aussitôt dans sa roue. Armstrong ne réagit pas immédiatement, mais il revient à son rythme. Un peu plus tard, et comme tous les jours en montagne, Vinokourov démarre. Ulrich ramène le groupe et place à son tour une accélération. Vinokourov est débordé et Armstrong lâche du lest lui aussi. Cette fois, il est décramponné.
Sur la ligne d'Axe 3 Domaines, Carlos Sastre retombe en enfance et sort sa tétine. Clin d'œil à sa fille Claudia, 2 ans. Une minute plus tard, surgit Ulrich talonné par Zubeldia. Armstrong conserve encore et toujours son maillot jaune, mais il cède 7 nouvelles secondes qui font 19 avec les bonifications empochées par l'Allemand. Ulrich se rapproche à 15 secondes au classement général. Il est de plus en plus menaçant. Six cols sont au programme de ce dimanche pyrénéen. La Trappe, Corps, Portée d'Aspect, Manté, Portillon, Perresourde. De quoi attraper une indigestion pour les plus faibles. Une aubaine, en revanche, pour Richard Virenque, bien décidé à profiter de cette journée pour conforter son maillot à poids du meilleur grimpeur. Virenque dans l'échappée des 17 qui se forme dès l'entame de l'étape. Avec lui, Dufaux, Simoni, on en reparlera, mais aussi Beltran, l'équipier d'Armstrong. Beltran qui deviendra leader virtuel du Tour devant son patron lorsque l'avance des fuyards atteindra le quart d'heure. Ulrich fait donner sa garde, cette fois sans modération. Plus encore que la veille, il se comporte comme s'il détenait les clés du Tour. À l'avant, Dufaux attaque dans le portillon. Walter Beneteau s'accroche à son sillage avant de céder puis de faire l'élastique. Voici le trio maître du jour, un Suisse, Laurent Dufaux, un Français, Richard Virenque, et un Italien, Gilberto Simoni. Simoni, Virenque, Dufaux franchissent ensemble le portillon, puis Perresourde dans une indescriptible marée humaine. Un peu plus bas, nul n'a encore ouvert les hostilités. Les coéquipiers d'Ulrich tiennent toujours le manche lorsque Christophe Moreau puis Iban Mayo lancent la bataille des titans dans Perresourde. Vinokourov revient sur le coureur basque. Moreau est décramponné. Ni Armstrong ni Ulrich ne réagissent, mais très vite pourtant, le coureur allemand assume la poursuite. Les ambitions du Kazakh sont de plus en plus claires et il ne les cache plus. Ce qu'il veut, c'est le maillot jaune. Et même si Mayo ne lui prend aucun relais, l'écart se creuse. Il monte au-delà de la minute. Vinokourov n'a que 51 secondes de retard sur Armstrong. Il est leader virtuel du Tour de France. Au sommet de Perresourde, avant de basculer vers Loudanvielle, Vinokourov a perdu quelques secondes sur ses poursuivants, mais il y croit toujours. Le groupe Ulrich, avec Armstrong, flanqué de Zubeldia et de Basso, franchit le col 53 secondes après Vinokourov, qui peut toujours rêver du jaune. À l'avant, un intrus manque de troubler la sérénité du trio Dufaux, Virenque, Simoni. Andrea Perron, revenu du Diable Vauvert, se joint à la bataille pour la victoire d'étape. Dufaux et Virenque, les compères, sont piégés par Simoni, ici à droite, pourtant tout près de l'abandon les jours précédents. Un succès en forme de rachat après un tour décevant. Dans la descente de Perresourde, Jan Ulrich et Lance Armstrong, alliés de circonstances, font cause commune contre Vinokourov. Ils réduisent l'écart à une quarantaine de secondes. Armstrong sauve une fois de plus son maillot jaune.
Vinokourov fait malgré tout un beau rapproché au classement général. Il revient à 18 secondes d'Armstrong, à 3 secondes d'Ulrich. 3 hommes en 18 secondes à une semaine de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le suspense est à son comble. Ce matin-là, un voile de tristesse enveloppe le peloton du Tour. Laurie Haus, coéquipier de Laurent Brochard dans l'équipe de Vincent Lavenu, est mort chez lui, en Estonie, renversé par un chauffard, ivre, alors qu'il s'entraînait. Ce matin-là, le temps a changé. Fini la canicule pour l'étape reine des Pyrénées entre Bagnères de Bigorre et Luzardiden. Ce matin-là, Santiago Botero, transparent sur ce Tour du Centenaire, a enfin l'honneur des communiqués, échappé avec Sylvain Chavanel. Dans l'ascension du Tourmalet, Christophe Moreau, premier français au général, attaque. Peu après, Ulrich accélère et l'on attend cette offensive qui peut faire basculer le Tour. Elle arrive. Le Tour retient son souffle. Ulrich prend 1 mètre, 2 mètres, 20 mètres à Armstrong. Mais le maillot jaune ne cède pas. Il revient lui aussi au train, mètre par mètre. Devant, Sylvain Chavanel s'est débarrassé depuis longtemps de Santiago Botero. En tête à Aspin, le jeune Français franchit seul le col du Tourmalet, avec 4 minutes d'avance sur les ténors et passe devant le monument dédié à Jacques Godet, patron du Tour pendant un demi-siècle. Après leur passe d'armes, les Titans, eux, ne se quittent plus. Flanqués d'Iban Mayo et d'Emar Zubeldia, Armstrong et Ulrich gravissent ensemble les dernières pentes du col le plus fréquenté par la Grande Boucle. Vinokourov, en revanche, ne peut masquer ses premières faiblesses sur les flancs du Tourmalet. Alerte rouge pour le Kazakh, distancé d'1 minute 15 par les 2 grands du Tour. Botero, placé en point d'appui, puis Guérini, lui sauveront la boutique dans la descente, mais il devra à nouveau lâcher prise dans la montée finale. Iban Mayo l'avait annoncé après son succès à l'Alpe d'Huez. Il visait un bis à Luzardiden. Le Basque attaque. Armstrong jaillit, Ulrich y va, mais avec un temps de retard, comme si le rapport de force s'inversait. Attaque de Lance Armstrong pour défendre son maillot jaune. Maillot est revenu, Ulrich aussi, les autres... Chute oh là, chute d'Armstrong avec Maillot. C'est un spectateur, je pense, qui a fait tomber Armstrong et Maillot. Et Jan Ullrich a évité la chute d'extrême justesse, mais il repart pas. Il repart doucement. Il n'insiste pas, Ullrich. C'est fou. Le Tour de France se joue ici. Armstrong qui chute dans cette montée avec Maillot qui est tombé. Ullrich qui a évité la chute. Armstrong se relance avec une énergie rare, comme s'il ne pouvait admettre qu'un coup du sort lui vole son Tour du Centenaire. En fait, son guidon s'est pris dans la musette d'un jeune spectateur. C'est ce qui a provoqué sa chute et celle de Maillot, qui n'a pu l'éviter. L'Américain remonte, attendu par Roubiera, mais il n'est pas au bout de ses peines. Il manque de tomber une seconde fois lorsqu'il déchausse devant Iban Mayo, encore aux premières loges. Nouvelle frayeur. Devant, Ulrich, Chevaleresque, Hamilton, Moreau, Basso et les autres baissent la cadence et attendent le retour d'Armstrong. Et Maillot remet ça comme si de rien n'était. Et Armstrong le suit, puis le contre et s'envole. Armstrong ressuscité, rempli de courage et d'orgueil, qui retrouve son masque de victoire comme à ses plus beaux jours, après avoir surmonté ses doutes.
À moins de 5 km du sommet, Armstrong rejoint Chavanel. Petite tape pour une vraie marque d'estime du maillot jaune au jeune Français qui finira 10e de l'étape. À cet instant, l'Américain a 56 secondes d'avance sur Ulrich. L'Allemand accuse le coup, mais il résiste, lui limite les dégâts et comble sur la fin une partie de son retard. À l'arrivée, Armstrong gagne avec 40 secondes. Maillot jaune consolidé. À la manière d'un sprinter des cimes, il jette son vélo sur la ligne, conscient que la moindre seconde compte dans ce tour pas comme les autres. Avec les bonifications, il devance désormais Jan Ullrich d'1 minute et 7 secondes au général. Alexandre Vinokourov est le grand battu du jour. Il cède plus de 2 minutes, mais conserve dans la brume sa 3e place. Armstrong a frappé un grand coup. Il peut rayonner. C'est le retour du patron. Tyler, it's the last days in the mountains. How do you feel for today? I'll tell you in a few hours. You're planning something special for the last day in the mountains? I'll tell you in a few hours. It's a secret. It's a secret. Un Tyler Hamilton cachotier avant le départ de la dernière étape pyrénéenne au lendemain de la seconde journée de repos. Hamilton piégé dans une entame ultra rapide et contraint à une dure poursuite dès les premiers kilomètres. Un groupe de tête se forme avec plusieurs Français, dont Sylvain Chavanel encore et Sandy Cazard, Frédéric Finot, Samuel Dumoulin, Médéric Klein, Ludovic Turpin. Mais ils ne pourront résister bien longtemps. Dans le col du Soudet, Hamilton démarre. Il va remonter un à un tous les coureurs qui le précèdent. Hamilton, qui peut s'appuyer sur son coéquipier, le champion du Danemark Miki Sorensen, parti en éclaireur. Mais dès le pied du col de Bagargui, sans doute le plus pentu du tour, Hamilton est seul. Lui, le petit Américain à l'épaule cassée, se paye un solo de 95 km, la plus longue échappée solitaire de ce Tour 2003. Le sommet du dernier col est à près de 80 km de l'arrivée à Bayonne. Cela n'incite pas Ulrich à l'offensive. Le combat des chefs se profile pour l'ultime contre-la-montre, à la veille de l'arrivée finale. Mais Paris est encore loin pour David Millar, à la dérive et qui songe à l'abandon. Étape de souffrance aussi pour Didier Rousse, la plus dure de toute ma carrière, soufflera le champion de France, soutenu tout au long de la journée par ses coéquipiers. Hamilton rime avec Bayonne. L'Américain qui aurait dû abandonner après la chute de Meaux dès le début du tour offre à sa formation une 3e victoire d'étape après les succès de Pile à Marseille et de Sastré à Bonascre. Un groupe CSC sur la voie d'un succès au classement par équipe. Dans la lutte pour le maillot vert, le champion d'Allemagne Erik Zabel profite de l'absence de Cook et de McEwen lâchés dans les cols pour marquer des points. Il est 2e. À Bayonne, Hamilton jubile et Armstrong aussi, heureux du triomphe de son ancien lieutenant. Impossible d'attaquer plus tôt. Dès le baisser du drapeau, Servais-Knaven démarre.
Immédiatement, 10 coureurs se détachent. Parmi eux, 2 Français, Médéric Klein et Christophe Mangin. Dans l'échappée, Peter Luttenberger, l'Autrichien, est le mieux placé au classement général, mais il ne menace en rien les intérêts des ténors. L'avance des fuyards atteint les 16 minutes dans la traversée des Landes. C'est dans ce groupe qu'il faut chercher le vainqueur de l'étape. À 16 km de l'arrivée, Servais Knaven s'en va en finisseur. L'ancien champion des Pays-Bas, vainqueur d'un Paris-Roubaix d'anthologie en 2001, perpétue à Bordeaux la tradition des lauréats néerlandais. Un lauréat qui aura parcouru échappé de Dax jusqu'en Gironde la totalité des 181 km de l'étape. Scène insolite dans cette 18e étape du Tour, alors que tous les regards convergent déjà vers l'ultime rendez-vous du chrono. Ulrich surprend tout son monde lors du sprint intermédiaire de Montendre. Derrière Robbie McEwen, candidat déclaré au maillot vert, l'Allemand grappille des secondes de bonification au nez et à la barbe d'Armstrong, contraint lui aussi de sprinter. Ulrich revient ainsi à 1 minute et 5 secondes du maillot jaune. Les favoris calmés, 16 coureurs dont 3 Français se détachent. L'écart sur le peloton croît très vite et il culmine à 22 minutes. Les fuyards peuvent s'expliquer entre eux. À 20 km du but, Thomas Voeckler porte la première attaque en tête. Le groupe se scinde alors en deux et les 3 Français sont devant avec Voeckler, Dacruz, Flickinger. Les démarrages se succèdent. Cañada, l'Espagnol, prend l'avantage à 7 km du but. Cañada résiste jusqu'aux abords de l'arrivée, mais dans les 500 derniers mètres, Carlos Dacruz, parti en contre, le déborde. Dacruz voit la ligne d'arrivée de plus en plus proche. La victoire est là, à 50 mètres, lorsque le Français qui lutte contre le vent est à son tour dépassé par Pablo Lastras, un autre Espagnol. Dacruz est deuxième, Nardello troisième. La lutte est chaude chez les sprinteurs. McEwen règle Zabel et Cook pour la 17e place. Il reprend le maillot vert à Cook pour 2 points. Comme les années précédentes, tout se jouera le dernier jour sur les Champs-Élysées. Il était donc écrit que ce Tour du Centenaire se jouerait sous la pluie entre Pornic et Nantes sur 49 km détrempés et glissants. Ulrich part le plus fort. Il n'a pas d'autre choix que de prendre des risques pour combler son retard. Armstrong est en retrait au tout premier pointage, 6 secondes de retard, mais ce n'est qu'illusion. Armstrong a tout prévu, il calque sa course sur son rival et revient. Égalité parfaite au tiers du parcours. Ulrich ne peut plus vraiment rêver du Tour, mais il reprend l'ascendant pour la victoire d'étape. 2 secondes, 5 secondes, 7 secondes, lorsqu'il aborde ce rond-point au kilomètre 37.
Fini le duel ultime. Ulrich est à terre. Aurait-il chuté s'il avait reconnu le parcours comme le maillot jaune? Pour l'Allemand, cela n'aurait rien changé, mais allez donc savoir. Au même endroit, Armstrong, renseigné, ne prend plus aucun risque. Il laisse même filer un succès d'étape qui lui tendait les bras. Ulrich est hors du coup, déboussolé, craintif désormais. Tout est joué. Armstrong est aux anges. Rarement une troisième place lui aura autant fait plaisir, car elle symbolise sa victoire finale, son 5e succès consécutif dans le Tour de France. David Millar, vainqueur du jour, tire aussi parti de la chute d'Ulrich. Pas franchement volé pour le grand malchanceux du prologue, 3 semaines plus tôt, tombé lui aussi avant Nantes. Champagne pour Lance Armstrong au départ de Ville d'Avray où s'était achevé le premier Tour de France en 1903. Duel au couteau en revanche sur les Champs-Élysées pour les 2 Australiens qui rêvent encore de maillot vert. Premier sprint intermédiaire, avantage Baden-Cook. McEwen souffle mais fomente déjà sa revanche. Deuxième reprise, avantage McEwen qui reprend l'initiative et retrouve ses 2 points d'avance. Tout se réglera lors du sprint final. Le sprint massif est inévitable malgré la ténacité de certains comme Laurent Brochard, trop seul face à la meute. La victoire à Paris est l'une des plus prisées, plus encore cette année pour le Tour du Centenaire. Tourusov, le Norvégien, lance le sprint de loin. McEwen et Cook à droite ne se quittent pas des yeux, mais Jean-Patrick Nazon leur échappe. Quel succès de prestige pour le maillot jaune de Saint-Dizier. À l'épaule, à gauche, Baden-Cook, deuxième, conquiert le maillot vert et détrône McEwen à la dernière seconde. Jean-Patrick dans les bras de Damien Les Nazon, frère de sprint. Sur le podium, entre Jan Ullrich et Alexandre Vinokourov, Lance Armstrong entre de plein pied dans la légende. L'Américain fait désormais partie du fameux club des 5. 5 à 5 victoires, avec Jacques Anquetil, le grand absent, avec l'Espagnol Miguel Indurain, vainqueur de 91 à 95, avec l'autre Français, le Breton Bernard Hinault, avec encore le fameux cannibale Eddy Merckx, et avec lui-même Lance Armstrong. 5 à 5 victoires. Qui dit mieux?